Et salut à tous, on se retrouve en live. Petit bug technique dès le début, c'est pas très grave. On se retrouve une nouvelle fois. Bienvenue à tous pour ce live. On est le 27 février 2026. Il est 10h05 et on se retrouve une nouvelle fois pour l'actu du jour. Comme tous les matins, on est en live pour parler de l'actu football. Que ce soit sur TikTok ou sur Twitch, on va discuter de tout ce qui s'est passé hier soir dans l'actualité football. On avait des matchs d'Europa League avec les phases de barrage, avec le LOSC qui s'est qualifié pour la suite de la compétition de Ligue Europa. On avait aussi les phases de barrage de Ligue Conférence, on avait un peu de Saudi Pro League. Et c'est à peu près tout. On parlera aussi des matchs de ce soir, évidemment. On aura un match de Bundesliga, de Première Ligue, de Liga, de Ligue 1 entre Strasbourg et Lens, la Ligue 2, la Serie A. On aura même un peu de Super League et de Liga portugaise. Donc voilà, installez-vous bien. N'hésitez pas à vous manifester sur le live si vous êtes présent. Et évidemment, hein, j'ai parlé des matchs, mais on fera aussi notre petite revue de presse. On parlera une nouvelle fois d'Antoine Griezmann. Et ce qui restera pas du côté de l'Atlético Madrid, ou sinon c'est direction les États-Unis et Orlando. Pardon. Je vois que vous êtes déjà chaud sur le live. Salut aux défrisés et merci pour cette pêche de bon matin. En tout cas, nous, on l'a la pêche, hein, même si on vient à peine de se réveiller, on est déjà en forme pour discuter football. Donc n'hésitez pas sur les chats, que ça soit sur Twitch ou sur TikTok, de venir discuter football avec nous, hein. On peut parler de tous les sujets, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, on va s'arrêter. Un petit peu plus tôt aujourd'hui, vers 11h30, hein, parce qu'on a quelques trucs à faire. Mais ça sera, vous inquiétez pas, on va faire une émission plutôt complète. On va démarrer directement. N'hésitez pas aussi, hein, pour les rediffusions à triquer faire, ou sinon pour voir la chaîne YouTube, hein. Tout est dessus, évidemment. Et les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music, pardon. Donc voilà, on va pouvoir démarrer directement. On a fait notre petite promo, on a dit bonjour. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat. Merci une nouvelle fois pour la petite pêche de bon matin. Ça fait extrêmement plaisir. Donc on va démarrer directement avec la Ligue Europa, les phases de barrage de cette Ligue Europa, les phases de play-off. Je sais pas comment vous voulez les appeler exactement, mais on va aller directement sur le match du LOSC, c'est le match qui nous intéressait le plus. Donc on le rappelle, le LOSC affrontait l'Étoile Rouge de Belgrade au match aller au stade de Pierre-Mauroy. Le LOSC en difficulté en Ligue 1, qui propose pas un énorme jeu, avait perdu le premier match, donc 1-0. Match retour hier soir en Serbie, au stadion Rajko Mitic à Belgrade, hein, donc des ambiances chaudes en Serbie, hein, on le rappelle toujours. Le LOSC a affronté donc les Trolls Rouges de Belgrade et devait s'imposer avec plus de 2 buts d'écart pour se qualifier pour la suite de la compétition. Qu'est-ce que l'on avait déjà? On va regarder directement avec les compos. Le 4-2-3-1 de Bruno Genesio avec Ozer dans les cages, Mandy, Chancel Mbemba en défense centrale et Thiago Santos à droite, Romain Perrault à gauche. Et on avait au milieu de terrain Benjamin André, Bouadji, donc c'était bien Bouadji qui était titulaire. Nabil Bentaleb était sur le banc, il n'est pas rentré, hein. Moi je pensais que Bruno Genesio, vu la difficulté de son équipe, allait mettre un peu plus d'expérience. Au final, il est resté sur du classique, avec Benjamin André et Ayou Bouadi. On avait Akon Haralson en numéro 10, Mathias Fernandez Pardo à gauche et Gaëtan Perrin à droite. Et en pointe, c'était Olivier Giroud, le héros de la soirée, hein, on va dire, hein, clairement. Olivier Giroud, l'ancien, le vieux briscard de cette équipe lilloise qui était bien là, titulaire, et qui a marqué son 300e but, je crois, en carrière. De toute façon, on ira checker tous les records d'Olivier Giroud. On a un petit article, hein, pour la revue de presse concernant euh, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, hein, son record tient toujours pour le moment. Côté Étoile Rouge de Belgrade, hein, je vous avoue, je connais pas très très bien l'équipe. Il y avait seulement Arnautovic sur le banc, hein, on se souvient, l'ancien de
de l'Inter, pardon, l'ancien de l'Inter qui est passé en première ligue à Stoke City, à West Ham. Il était sur le banc, il n'était pas titulaire comme le match aller. Et pour résumer ce match, donc c'est une victoire 2 buts à 0 du LOSC, hein, donc le LOSC est bien qualifié pour la suite de la compétition. Ils affronteront ou Aston Villa ou l'Olympique Lyonnais. Dommage encore qu'il y ait un duel entre franco-français. On aurait espéré que le LOSC affronte. Alors peut-être il y aura le match contre Aston Villa, mais ça va être très compliqué pour le LOSC là pour le coup. Euh, ou sinon ça sera contre Lyon. On aurait aimé que ça arrive un peu plus tard dans cette compétition. Donc, qu'est-ce que l'on avait? Oui, au niveau de Ligue G du LOSC, 1,19, 0,89 de la part de l'Étoile Rouge de Belgrade. 56% de possession pour Belgrade quand même sur ce match. 16 tirs, 8 cadrés pour le LOSC, 15 tirs, 3 cadrés pour les Serbes. 3 grosses occasions, on le voit juste là. Pour ceux qui sont sur Twitch, évidemment, je le rappelle, vous pouvez voir mon écran. Et après, là, d'un stade qu'on check habituellement. Donc 6 arrêts quand même, hein, pour le gardien de l'Étoile Rouge de Belgrade, hein. Il s'appelle Mateus. Mateus, hein, sûrement un gardien brésilien, voilà. Donc 6 arrêts pour Mateus et 3 arrêts pour Berke Ozer, mais qui n'a pas pris de but dans ce match. Donc c'est plutôt positif. Donc le match a commencé très très fort, hein. 4e minute, Olivier Giroud vient marquer son but sur une passe décisive de Benjamin André. Euh, donc pour Olivier Giroud qui remet les équipes à égalité, on rappelle, hein, l'Étoile Rouge de Belgrade avait gagné 1 but à 0 au match aller. Donc là, c'était un score de parité, on peut dire, hein, même si sur ce match, Giroud Giroud a donné l'avantage à Lille. Et en deuxième mi-temps, Arnautovic est rentré quand même à la mi-temps avec Veljkovic. Et il s'est pas passé grand-chose, hein. Ayoub Boadi qui prend un carton rouge, Handel qui prend un carton rouge, Esnik qui rentre à la place de Handel. Un seul changement de la part de Bruno Genesio quand même, hein, donc c'était l'objectif pour le coach lillois. Euh, et juste Félix Correa qui est rentré à la place de Gaëtan Perrin, mais sinon il y a pas eu de changement de la part de Bruno Genesio. Il est fait plutôt en première mi-temps parce que ça va en prolongation au final. Euh, donc Nathan Ngoy et Nathanaël Mouko qui rentrent en début de prolongation. Et c'est bien Ngoy, hein, l'entrant, qui vient marquer sur une passe décisive de Félix Correa. Donc 2 buts à 0 pour le LOSC et là qui est qualifié pour la suite de la compétition. Il y a eu des changements de la part de l'entraîneur serbe de l'Étoile Rouge de Belgrade, j'ai plus son nom. Je vais essayer de le retrouver, voilà. Dejan Stankovic, hein, un ancien de l'Inter, hein. Le père de Stankovic, celui qui joue au Club Bruges. Et donc, il y a eu des changements dans cette prolongation, mais au final, c'est bien le LOSC qui s'impose 2 buts à 0 et qui se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Normalement, le tirage aura lieu à 13 h. Malheureusement, je ne pourrai pas être là pour le vivre avec vous. J'ai quelques choses à faire. Désolé pour ce petit coup sur le micro, mais on en parlera évidemment la semaine prochaine, hein. Je pense qu'il n'y aura pas de live ce week-end, donc on en parlera la semaine prochaine. Donc pour la suite de ces phases de barrage de Ligue Europa, on a Ferencváros qui s'est imposé 2 buts à 0, qui se qualifie du coup pour la suite de la compétition aussi, hein, pour ces huitièmes de finale. Ferencváros qui élimine Ludogorets, donc ça fait un score cumulé de 3 buts à 2. Donc victoire 2 buts à 0, hein, de Ferencváros. Et score cumulé 3 buts à 2 pour cette équipe. Après le Panathinaikos qui se qualifie contre le Victoria Plzeň. Plzeň, je sais plus exactement comment ça se prononce. Donc 2 buts à 1 pour le Panathinaikos. Donc on aura un club grec dans ces huitièmes de finale de Ligue Europa, hein. C'est allé au penalty, hein, pour, euh, pour le Pana. Je vois que Pellistri, il me semble qu'il est passé par où il est passé, Facundo Pellistri? C'est un ancien de Manchester United, je crois. Ah voilà. Il est passé par Manchester United, et j'avais oublié le joueur. Facundo Pellistri qui joue du côté du Panathinaikos, donc le Pana qui se qualifie au penalty pour la suite de cette compétition.
Stuttgart et le Celtic, donc défaite pour Stuttgart, mais quand même tout de même qualifié, un score cumulé 4-2. Ils avaient gagné 4-1 à l'aller. Donc le Celtic Glasgow est éliminé de cette compétition de Ligue Europa et c'est Stuttgart, une équipe allemande qui est qualifiée pour la suite. Bologne aussi s'était imposé à l'aller, il s'impose au retour. Donc victoire 1-0 de Bologne, un but de João Mario, le Portugais. Le Portugais, passé par la Juventus de Turin pour ceux qui se souviennent. Une qualification pour l'équipe de Bologne. Et c'est pas Daniele De Rossi le coach en ce moment en plus à Bologne? Non, c'est Italiano. De Rossi, c'est au Genoa à chaque fois. Je confonds. Bref, qualification de Bologne. Qualification aussi du Celta, hein, qui avait gagné à l'aller 2-1, qui gagne au match retour 1-0. Merci à Lisa Marie pour tous les likes. Merci pour les roses. Une nouvelle fois de bon matin, ça fait plaisir. Merci énormément pour, euh, pour tous ces cadeaux et pour tous ces likes. N'hésitez pas à bombarder les likes, hein, comme ça on le rappelle, ça nous fait monter dans le référencement et on sera toujours plus à discuter football. En tout cas, merci à Lisa Marie qui est présente sur le chat. Donc on disait victoire du Celta Vigo, qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Le Dynamo Zagreb contre Genk. Donc qu'est-ce qui s'est passé? 3 partout après prolongation. Donc, victoire à l'aller de Genk, on le rappelle, 3-1. Le Dynamo Zagreb qui a gagné ce match. Qui a gagné ce match du coup 3-1 au bout des 90 minutes. Donc ça a dû aller aux prolongations vu que le score cumulé était de 4-4. Et en prolongation, c'est donc Genk, l'équipe belge, qui vient mettre 2 buts et donc se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc Genk qualifié aussi contre le Dynamo Zagreb. Et Fenerbahçe n'a pas créé l'espoir contre Nottingham Forest. On le disait, Nottingham Forest, une équipe en difficulté de cette de première ligue en tout cas. Qui avait mis 3-0 au match aller quand même par Fenerbahçe alors qu'on pensait que Fenerbahçe était armé pour s'imposer et se qualifier. Sidiki Cherif, l'ancien Angevin, était bien titulaire du côté du Fenerbahçe. Matteo Guendouzi était titulaire en défense centrale. N'Golo Kanté aussi. Artukoglou qui a mis un doublé était aussi titulaire. Nelson Semedo sur le banc. Marco Asensio sur le banc aussi. Et donc Fenerbahçe qui s'impose contre Nottingham Forest 2-1, mais qui ne permet cette victoire ne leur permet pas de se qualifier. Pour la suite de la compétition pour la dernière fois, je le répète. Donc, si on fait un petit point, le LOSC, Ferencváros, le Pana, Stuttgart, Bologne, le Celta Vigo et Genk, avec Nottingham Forest, sont en huitième de finale de Ligue Europa. Le tirage a lieu juste après, vers 13h. Malheureusement, on ne pourra pas être en live pour le suivre, mais on en parlera évidemment sur les prochains lives. On avait les phases de barrage aussi de Ligue Conférence. Alors, pour suivre exactement ce qui s'est passé dans cette Ligue Conférence, enfin Conférence League exactement. Donc le club de Celje s'est imposé contre Drita. Celje, un club slovène, d'accord, qui a éliminé Drita, un club kosovar. Donc voilà, qualification de Celje. Évidemment, hein, je le répète, dans cette compétition, il y a très peu de clubs hein, dont je connais l'existence. Hein. Alors, la Fiorentina, qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Italiens? Donc ils ont gagné 3-0 au match aller. Ça a été une défaite 4-2 aux prolongations pour nos amis de Florence, les Italiens, mais tout de même une qualification. Donc il y avait bien 3-0 sur la fin des 90 minutes et au final, euh, les Florentins, exactement, ont mis 2 buts dans cette prolongation, même s'il y a eu un nouveau but. Ça a été compliqué pour Jagiellonia de se qualifier. Donc la Fiorentina qualifiée pour la suite de la compétition qui devra affronter Strasbourg possiblement pour les huitièmes de finale.
Donc, euh, pourquoi on s'est remis sur la FIO? On veut voir le match de Rijeka. Rijeka contre Omonia. Donc Rijeka s'est qualifié, donc ça doit être un club grec ou chypriote, hein, Rijeka. En croate, ouh là là. Ne pas tout confondre. Donc le club croate de Rijeka qui s'est qualifié contre Omonia. Samsunspor contre Skenja, c'est Samsunspor qui s'impose sur les deux matchs au cumulé. Donc Samsunspor, club turc peut-être. Ouais, voilà, turc. Qualifié pour la suite de cette Conference League. L'AZ Alkmaar contre Noah, victoire de l'équipe hollandaise, 4 buts à 0. Euh, donc une qualification pour les Hollandais. Crystal Palace aussi s'est qualifié contre Zrinski, 2 buts à 0, avec un but de Maxence Lacroix et de Evan Guessant, hein, l'ancien niçois, qui a marqué dans ce match. Et donc qualification de Palace pour la suite. Lausanne a perdu contre... Merde, hop. Donc Lausanne a perdu contre le Sigma Olomouc. Et c'est donc le Sigma Olomouc qui est qualifié, hein. Lausanne, le club suisse, est éliminé de cette compétition. Et c'est le club tchèque de Sigma Olomouc qui se qualifie pour la phase enfin les huitièmes de finale de Conference League. Et après, on avait Lech contre Kups. Et c'est Lech qui s'est imposé sur les deux matchs. Donc Lech, club polonais de Poznan, euh, qui se qualifie pour les huitièmes de finale de Conference League. Donc voilà, on le rappelle, hein, cette compétition, c'est plutôt à suivre vers les quarts de finale. Et encore, quart de finale, je suis gentil. On avait aussi un match de Saudi Pro League avec Al Fateh contre Damak, match nul entre les deux équipes. Al Riyad contre Al Ahly, Al Ahly, club de Riyad Mahrez, qui a gagné avec un but. On compte son camp du joueur de Al Riyad, Borjan. Donc voilà, pas forcément il y en a pas forcément plus à dire. Al Ahly qui reprend la tête du championnat avec 59 points, mais avec un match en plus devant Al Nasser. Euh, voilà. On va pouvoir passer sur les matchs de ce soir, à part si vous avez des questions sur ce qui s'est passé. Sur les matchs de hier soir. Juste avant, on fait une petite pause, j'enlève juste mon écran, je vais juste me moucher et je reviens tout de suite, les amis. Et on est de retour, désolé, hein, juste une petite envie de se moucher. Donc, on se retrouve. Donc, on va parler des matchs de ce soir, hein. Ce soir, on a quelques matchs quand même. Donc, on va pouvoir en discuter. N'hésitez pas, hein, si vous voulez, vous souhaitez que l'on parle d'autres choses, hein, sur ce live, on peut le faire, hein. Nous, on a notre petit conducteur. Mais si vous souhaitez évoquer certains sujets, n'hésitez pas sur le live. Voilà. Normalement, on est bien de retour, que ça soit sur Twitch ou TikTok, et on va pouvoir continuer. Donc ce soir, on a un petit match de Bundesliga entre Augsbourg et le FC Cologne. Euh, c'est vrai que les matchs du vendredi soir sont pas souvent très intéressants. Voilà, match de milieu de tableau entre les équipes allemandes. Augsbourg 10e avec 28 points et Cologne 12e avec 24 points. Euh,
Donc voilà, juste à Augsbourg, on suivra peut-être là le match de Alexis Claude Maurice, l'ancien niçois, l'ancien de Ligue 1, qui est passé aussi par le RC Lens et je ne sais plus exactement dans quel club. Bah, on va checker comme ça sera fait, hein, qu'on vous dise pas de bêtises. Donc il est passé par Lorient, Nice et le RC Lens et aujourd'hui il est à Augsbourg. Donc c'est peut-être ça qu'on suivra du côté de ce match entre Augsbourg et le FC Cologne. En première ligue, on a les Wolves de Wolverhampton contre Aston Villa. Donc les Wolves, hein, toujours dernier, 10 points de cette première ligue. Contre Aston Villa qui est un peu plus en difficulté dans cette deuxième partie de première ligue, deuxième partie de saison. Mais il reste toujours sur le podium de cette première ligue avec 51 points. En cas de victoire, il pourrait se rapprocher de Manchester City qui a 56 points, donc il n'y aurait plus que 4 points d'écart entre les deux équipes, évidemment avec un match en retard pour Manchester City. Et sinon, en cas de défaite hein, et victoire de Manchester United ce week-end, alors euh, contre qui joue Manchester United ce week-end, mais en cas de victoire pour les Mancuniens, il pourrait revenir à égalité dans cette première ligue et remonter sur le podium depuis bien longtemps cette équipe de Manchester United qui joue contre Crystal Palace à domicile. Donc, on peut dire que Manchester United est favori pour ce match de ce week-end. Mais restons focus sur Aston Villa. La compo probable d'Aston Villa avec Emiliano Martinez dans les cages normalement. Madsen, Mings, Konsa et Cash en défense. Onana, Douglas Lewis. Est-ce que Jadon Sancho sera bien titulaire? Est-ce que Oli Watkins sera bien titulaire aussi devant? Pas sûr. On rappelle Boubacar Kamara blessé. Normalement, c'est une fin de saison pour lui, ou en tout cas, ça devrait être compliqué de revenir. McGinn aussi et Yuri Tillmans, le Belge, blessé à la cheville. La pépite Alisson aussi qui a signé cet hiver venant du Brésil et lui incertain et Andrés Garcia, l'Espagnol, aussi est incertain pour cette équipe d'Aston Villa. Côté Wolverhampton, donc possiblement la pépite Matheus Mané devrait être titulaire. Arauco, Daré aussi, Armstrong seront titulaires dans cette équipe des Wolves. Après, c'est à peu près Tchatchoua aussi, euh, côté droit. Mais voilà, Wolverhampton, hein, on le répète toujours, 20e de Première Ligue, en difficulté, qui reste sur une défaite contre Crystal Palace et qui a à peine passé les 10 points dans cette Première Ligue au bout de 27 journées. Donc voilà, Aston Villa est largement favori. En Saudi Pro League, on aura Al Azem contre Al Ettifaq, Al Shabab contre Al Hilal, l'équipe hein, dorénavant de Karim Benzema, Simone Inzaghi, et vous connaissez tous les joueurs européens normalement qui sont dans cette équipe, que ça soit Milinkovic-Savic, Ruben Neves et bien d'autres. Après, Al Ittihad, équipe en difficulté dans cette Saudi Pro League, 6e ou 8e. On va aller voir le classement tout de suite. Al Ittihad est 6e de cette Saudi Pro League, entraîné par Sergio Conceição et qui jouera contre Al Khalij. En Liga, on aura un match de bas de tableau aussi entre Levante et Alaves. Levante qui est 19e de Liga, qui reste sur 4 défaites d'affilée. Et Alaves, 14e de Liga. Alaves, ancien club de Joaquin Panicelli, l'attaquant de Strasbourg, aujourd'hui en Ligue 1. Au niveau des compositions, est-ce qu'on aura peut-être un Français à suivre? J'en ai pas l'impression. En tout cas, qui serait aligné sur les compos probables si Ragoubert. D'accord. Hugo Ragoubert qui joue à Levante, possiblement à suivre dans ce match. Voilà. La Ligue 1, on en parlera juste après. On aura un match de Ligue 2. Enfin, on aura des matchs de Ligue 2 avec Bastia contre Annecy, Clermont contre Dunkerque, Grenoble contre Boulogne, Laval contre Nancy et Montpellier contre Reims. On le rappelle, Bastia toujours
17e de Ligue 2, Bastia qui va peut-être réussir à se sauver. Il y a quand même 5, plus de 5 points d'écart, même 2 et 5, 7 points d'écart avec Clermont. Ça va être très très compliqué pour Bastia qui joue contre Annecy. Annecy qui est en milieu de tableau, haut du panier quand même, de cette Ligue 2. Annecy 7e avec 36 points et qui reste sur une victoire contre le Red Star aussi. Red Star qui était une très bonne équipe de Ligue 2. Enfin, qui a fait une très bonne saison de Ligue 2, qui pêche un peu plus en ce moment. Clermont, par contre, ils doivent s'imposer pour éviter de descendre. On disait donc, il y a 7 points d'écart avec Bastia. Il n'y en a que 2 avec Amiens. Et Clermont qui était en grande, grande difficulté encore récemment. Donc il va falloir s'imposer et prendre des points pour cette équipe. Grenoble-Boulogne. Alors là, il me semble que c'est plutôt un match. Voilà, Grenoble 12e, 28 points. Boulogne 14e, 26 points. Attention, il faudra faire attention aussi pour Boulogne pour ne pas revoir la nationale et ne pas atteindre ces barrages de Ligue 2. Qu'est-ce que l'on a? Laval contre Nancy. Laval qui est dernier de Ligue 2 là pour le coup. Pas du tout, je fais n'importe quoi. Voilà, Laval qui est dernier de Ligue 2 avec 18 points. Ex aequo avec Bastia qui reste sur une défaite contre Saint-Étienne, Laval. Et Nancy qui est 13e, 26 points ex aequo avec Boulogne. Donc là aussi pour Nancy, il faut faire attention. La nationale se rapproche. Euh, mince. J'ai perdu mes matchs. J'ai perdu mes matchs, donc on avait dit Laval. Et après Montpellier contre Reims. Montpellier contre Reims. Montpellier qui est 9e de Ligue 2, 34 points à plus de 6 points quand même des phases de barrage pour monter cette fois-ci en Ligue 1. Et, et qui joue, on l'a dit, contre Reims. Donc ancien match de Ligue 1 hein, la saison dernière. Reims. Reims, qui est troisième avec 41 points. Et en cas de victoire, ils peuvent se rapprocher de la tête hein, de cette Ligue 2. Avec 3, ils seraient à 1 point de 3 qui devraient jouer demain. Donc voilà pour ces matchs de Ligue 2 de ce soir. On verra ce qu'il se passe, on aura le temps d'en reparler. Un match aussi de Serie A entre Parme et Cagliari. Là aussi, match de bas de classement. Hein. Voilà, milieu de classement, bas de classement. 12e Parme avec 32 points. Cagliari 13e avec 29 points. Donc 3 points d'écart qui séparent ces équipes. Les deux équipes ne jouent pas grand-chose. Hein. Lecce, premier relégable à 24 points, donc il y a quand même 5 points d'écart avec Cagliari. Donc en cas de défaite, ça ne devrait pas être dommageable en tout cas. Et ils sont assez loin quand même des places européennes. 45 points pour comme première place européenne en Serie A. Donc il y a 13 points d'écart. Donc voilà, ça devrait être un match milieu de tableau, ventre mou de cette Serie A. On aura aussi de la Liga portugaise avec Porto qui joue contre Arouca. Porto qui est toujours premier de ce championnat. Normalement, oui. Hein. Voilà, Porto premier, 62 points pour Porto à 4 points d'écart. Avec le Sporting qui est deuxième, qui joue contre Arouca pour ceux qui suivent le championnat portugais. Arouca qui est 11e, voilà, avec 26 points. Et on a aussi de la Super League, donc la Ligue 1 turque, hein, avec Başakşehir contre Konyaspor et Trabzonspor contre Karagümrük. Başakşehir, hein, qui me semble qui est bien placé dans cette... Non, c'est Trabzonspor, pardon, qui est plutôt bien placé dans cette Super League. Trabzonspor qui est troisième avec 48 points, donc il n'y a pas tant d'écart que ça avec Galatasaray premier, qui joue contre Karagümrük. Karagümrük par contre qui est dernier du championnat turc. Voilà pour ces matchs de ce soir. De ce soir, est-ce que j'oublie encore quelque chose? J'ai pas l'impression. Donc on va pouvoir passer à notre revue de presse. Voilà, après n'hésitez pas hein, si vous voulez qu'on fasse des pronos pour ce soir. Ah non, on avait le match de Ligue 1, j'oublie le match de Ligue 1. Pardon, entre Strasbourg et Lens quand même. Euh,
Lens 2e, hem, 2 de ce championnat de Ligue 1. Désolé, j'ai encore le nez qui coule les amis, je reviens tout de suite, ça, m'embête un peu, je suis un peu, malade. Hop, 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 je suis de retour, voilà, 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 fin actu du jour et on est reparti. Désolé, 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 hein, petit rhume aujourd'hui, rien de bien grave. Hem Donc, sur ce match de Ligue 1 de ce soir, hein, on continue, ça sera notre dernier match pour parler des matchs de ce soir. Strasbourg contre le RC Lens, donc on le répète, pardon, le RC Lens qui est deuxième de Ligue 1, qui a perdu ce week-end quand même contre qui ils ont perdu Lens ce week-end? Contre Monaco évidemment, et Strasbourg qui s'est imposé contre l'Olympique Lyonnais, 3 buts à 1 aussi le week-end dernier. Donc, ça va être un match cool à suivre, hein, pour un match du vendredi soir, c'est vraiment le match à suivre, que ce soit dans les 5 grands championnats. Ça va être cool. Hem, voilà, Lens, s'ils s'imposent déjà, ils peuvent, bon, repasser premier de Ligue 1. On verra après le résultat du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui jouera contre, j'ai oublié contre qui joue le Paris Saint-Germain, contre Le Havre, hein, au stade d'Océane. Donc on verra si les Parisiens s'imposent. Mais Lens déjà pour cette soirée du vendredi pourra repasser premier de Ligue 1. Hem, Strasbourg, en cas de victoire aussi, peut rejoindre les places européennes. On verra évidemment les matchs de Lille et de Rennes, mais Strasbourg, pour revenir dans ce classement des places européennes de Ligue 1, pour revenir sixième, hein, ils ont 34 points Strasbourg, et on rappelle, Lille et Rennes ont 37 points. Donc on verra pour Strasbourg au niveau des compos probables, si je les trouve, elles sont juste là. Donc on est sur Flashcore, hein, je vous le rappelle, les compositions probables. Ne pas tout le temps se fier sur ça, mais c'est toujours intéressant. Mike Penders dans les cages, ça devrait être ça. Chilwell, Doucouré, Omo Bamidele, avec Gueladoué à droite, normalement. Ça devrait être la défense, peut-être, comment il s'appelle le défenseur norvégien de Strasbourg? Pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Hem, Høgsberg, voilà, Høgsberg peut-être à la place d'Omoba Bamidele, pour être dans cette défense. J'ai pas l'impression qu'il soit blessé, donc possiblement, retrouver son poste de titulaire. Barco, El Mourabe au milieu de terrain, ça normalement il y aura pas de, souci. Marcel Godo, Enciso, Diego Moreira et Panicelli devant. Et ben merci à Thomas Sorare de lancer un raid sur le live Twitch. Ça fait extrêmement plaisir. Salut à toi Thomas, bienvenue, sur le live. Je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si tout le monde connaît, du coup, s'il y a des gens avec lui. Euh, on se retrouve tous les matins pour l'actu football. On discute des matchs de la veille. Bah moi, ça va très bien, en tout cas, Thomas. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Si tu connais pas le principe, donc tous les matins, on est en live 10h midi pour discuter de l'actu football. On parle des matchs qui sont arrivés hier soir, donc la qualification du LOSC contre l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue Europa. Et là, on parle des matchs de ce soir. Et juste après, on fera une petite revue de presse. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont sur le live de Thomas. Merci en tout cas pour le follow à Antoniomi. Euh, si vous souhaitez discuter sur le chat, n'hésitez pas, hein, ça nous fera extrêmement plaisir de discuter football tous ensemble. Merci à Thomas aussi pour le follow. Euh,
Ça monte petit à petit, donc on a 20 followers sur Twitch. C'est vraiment extrêmement cool. Merci à vous, les amis. Si vous souhaitez discuter football, si vous souhaitez discuter d'autres choses sur le chat Twitch, n'hésitez pas. On est là pour répondre à tout le monde. Euh, voilà. On continue. Donc, on était sur le match entre Strasbourg et le RC Lens. Si vous souhaitez en parler. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait? Oui, Barco El Mourabé au milieu de terrain pour cette composition de Strasbourg. Martial Godot devrait être là aussi. Joaquin Panicelli, Diego Moreira, Enciso. À mon avis, ça sera l'équipe titulaire pour Strasbourg. Côté Lens, le 3-4-2-1 de Pierre Sage. Donc normalement, là aussi, Robin Risser devait être dans les cages. Malansar, Gagnou dans cette défense à 3. Chelik, hein, c'est celui qu'on a vu récemment apparaître dans la défense de Pierre Sage. Pardon, excusez-moi. Donc, Chelik qui était bien titulaire lors des derniers matchs, en l'absence de Samson Baidou. De Samson Baidou, oui, dans cette défense à 3. Ruben Aguilar semble blessé, en tout cas c'est ce qui est marqué. Donc Ruben Aguilar ne devrait pas tenir son poste sur le côté droit. Ça sera Abdoulhamid sûrement. Gros match, je vois bien un match nul. Intéressant. Moi, je dirais, je vais peut-être donner mon prono juste après. Je finis sur la compo et après, je vous donne mon prono. Euh, donc, je disais quoi? Oui, Abdoulhamid qui devrait être piston droit. Évidemment, Mathieu Hudol à gauche. On a cette discussion depuis quelques temps. Équipe de France, pas équipe de France pour Mathieu Hudol. On a aussi Mamadou Sangaré, donc, qui devrait être titulaire au milieu de terrain avec Adrien Thomasson. Donc là, c'est la paire classique. Et après, Hudson Edouard, Florian Thauvin, Wesley Saïd qui revient de blessure. Est-ce que Wesley Saïd sera bien là ou est-ce qu'on aura plutôt Alan Saint-Maximin titulaire? Ça aussi, ça sera à suivre. En tout cas, pour ce prono, on nous dit match nul sur Twitch par Thomas. Moi, je dirais victoire de Strasbourg. Pour le coup, j'aime beaucoup cette équipe de Strasbourg depuis l'arrivée de Gary O'Neill et le départ de Liam Rosenior. Donc j'aime énormément cette équipe. Je la trouve très intéressante. On retrouve un peu l'équipe qu'on avait l'année dernière de Strasbourg avec Liam Rosenior, qui va plus de la lance, ça joue un peu plus au football. En début de saison, c'était plutôt sur courant alternatif, hein, cette équipe de Strasbourg. Donc, euh, donc voilà, je mettrai Strasbourg titulaire. On voit sur les cotes, Strasbourg titulaire, Strasbourg favori, pardon. Euh, ils sont favoris au niveau des bookmakers, hein, évidemment. On parle de paris sportifs. Faites attention, les amis, pas de bêtises. N'allez pas mettre le PEL ou la maison dans les paris sportifs. Tu penses que c'est le début de la chute de Lens? Non, non, pas forcément, mais ouais, je vois bien Strasbourg s'imposer. La chute, c'est un bien grand mot. Ils ont perdu donc contre Monaco, Monaco aussi qui commence à se réveiller petit à petit. Enfin, en Ligue 1. Et même en Ligue des Champions, même s'ils sont éliminés, on les voit apparaître petit à petit. Pourquoi mon chat n'apparaît pas? S'il apparaît, il est bien là. Ok, ok, désolé, le chat n'apparaissait pas. Il est bien là, vous êtes bien là. Hop là. Voilà. Donc, le début de la chute pour Lens, non, je pense pas. Mais je vois Strasbourg favori. Après, Lens, je crois a un sacré calendrier quand même. On va aller le voir tout de suite. Et oui, petit à petit, il faut bien que ça, qu'il rentre dans le rang, qu'il tienne la dragée haute au PSG comme ça, on s'y attendait pas forcément. Euh, mais ouais, peut-être qu'il rentre un peu dans le rang et que ça se batte plus avec Lyon, Marseille, Lille que vraiment le Paris Saint-Germain. Après, je les vois, comme on disait, hein, sur l'émission Farmer Streak, on a une émission sur YouTube, Farmer Streak, où on parle, on revient, on débriefe sur toutes les journées de Ligue 1. Euh, Qu'est-ce qu'on disait? Oui, Strasbourg, on les voit pas descendre forcément du podium pour cette fin de saison de Ligue 1, mais les voir champions, ça paraissait un peu gros tout de même. Donc voilà, le RC Lens, je vois Strasbourg en tout cas s'imposer. Strasbourg, c'est une équipe qui me plaît en ce moment. Et petit à petit remonter sur les places. Là aussi, en début de saison de Ligue 1, on disait que Strasbourg devait tendre vers
le podium de Ligue 1 ou les quatrièmes places, en tout cas les places de Ligue des Champions. Ils ont eu quelques difficultés pendant ce mois de décembre, janvier, avec tous ces changements. Mais, mais voilà, j'aime beaucoup cette équipe de Strasbourg et ils sont favoris auprès des bookmakers. Évidemment, faites attention quand vous pariez. Donc voilà pour ces matchs du vendredi soir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Sinon, on peut passer sur notre petite revue de presse où on va essayer de trouver un ou deux articles pour discuter de l'actualité football. Alors, j'ai fait mon petit tour juste avant de démarrer le live. Honnêtement, il n'y avait pas grand-chose. Peut-être qu'on ira sur d'autres sites. Là, je le rappelle, on est sur l'équipe pour ceux qui voient l'écran. Mais on va voir si on a d'autres actualités sur les autres médias, pardon. Voilà. Et j'essaie de m'exprimer correctement. Voilà. On va aller sur un petit article sur Olivier Giroud. Et Olivier Giroud qui a marqué hier soir son 300e but en club. euh, et qui a qualifié avec Nathan Ngoy son équipe du LOSC pour la suite de cette Ligue Europa. Une nouvelle fois, on fait une petite pause. Désolé, je suis enrhumé ce matin, donc je vais juste me moucher, comme ça vous voyez pas ma sale tête. Et je reviens tout de suite. On est de retour, on est de retour. Je remets juste ma petite tronche. Voilà, voilà, voilà. Fond actu. Hop là. On est de retour. Merci. Je vois que j'ai reçu une rose pendant cette pause. Merci énormément à Lisa Marie pour les cadeaux sur le live. Ça fait extrêmement plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on parle d'un autre sujet. Là, on a notre petit conducteur. Mais si vous souhaitez évoquer d'autres sujets, football ou même que ça soit hors football, que ça soit de l'actualité ou peu importe, n'hésitez pas dans le chat à vous manifester. 300e but en club et un record chippé à Dzeko, l'énorme prestation d'Olivier Giroud face à l'Étoile Rouge de Belgrade. On va aller sur cet article, un article de Nathan Gourdol. Vainqueur à Belgrade, Lille a arraché son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Olivier Giroud a livré à 39 ans une prestation énorme jusqu'au bout de la prolongation, inscrivant le 300e but de sa carrière en club en dépassant Edin Dzeko comme le plus vieux buteur en phase à élimination directe de la Ligue Europa. Relevé difficilement par deux coéquipiers alors qu'il était accroupi dans sa surface après un énième effort défensif à la 114e minute, quelques secondes après un sprint pour aller chercher en vain un penalty de l'autre côté, Olivier Giroud a soudain fait ses 39 ans. C'était bien l'unique fois dans une soirée où le champion du monde a livré une performance bluffante d'abnégation et de justesse, de loin la meilleure depuis son retour en France l'été dernier. Remplaçant la semaine dernière, le numéro 9 lillois n'avait touché que 6 petits ballons en une demi-heure de jeu. Il en a quasiment négocié 10 fois plus. En livrant bataille partout, le phénix du foot français a porté le LOSC sur ses épaules de déménageurs qui ont gagné la bagatelle de 12 duels aériens face à une charnière de Golgoth. Sorti en premier de l'interminable tunnel du Maracana pour l'échauffement, celui qui se disait galvanisé par ce type d'ambiance la veille a jeté un gros froid dans le feu rampant d'un déplacement répété des milliers de fois pour couper au premier poteau un centre tendu de son pote Benjamin André d'une tête croisée. Donc là, c'est vraiment son but en début de match. Euh, alors, la déclaration. Quand je parlais aux mecs avant le match, je leur disais qu'il ne faut pas perdre de temps car tu ne sais pas si tu rejoueras la Coupe d'Europe. Je pensais à moi que ça aurait pu être mon dernier match de Coupe d'Europe. Je voulais le vivre pleinement, ne pas avoir de regrets, tout donner. On fait ce métier pour vivre ce genre d'émotion, soufflait-il ému et informé qu'il s'agissait du 300e but de sa carrière en club. Mais aussi qu'il avait dépassé Edin Dzeko comme plus vieux buteur en face à l'élimination directe de la Ligue Europa. Ok.
Remplaçant lors de 4 matchs sur 5 avant d'être relancé dans le 11 et de marquer sur penalty à Angers dimanche dernier, Giroud a retrouvé de la fraîcheur selon Bruno Genesio, l'entraîneur du LOSC, et a su aller au bout de lui-même pour tenir 120 minutes. J'ai discuté avec le staff vers la 90e minute et je leur ai dit que j'allais faire le maximum pour faire quelques minutes encore. Mais après, je me suis rendu compte que c'était important de rester pour les coups de pied arrêtés pour aider les mecs défensivement. J'ai pu en prendre quelques-unes pour soulager l'équipe, soufflait-il. Il a fait bien plus sur ses 30 minutes supplémentaires en commençant par une déviation délicieuse pour lancer la fusée Fernandez Pardo sur le but du break, jusqu'à cette remise parfaite pour Félix Correa, tout proche du 3-0. Après son retourné magique en 2017 avec Arsenal en phase de groupe de la Ligue Europa, Giroud a encore dansé sur le Maracana. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Euh, donc Olivier Giroud, 39 ans, hein, qui qualifie avec Nathan Engoy cette équipe et qui aura l'occasion de marquer un peu plus l'histoire de cette Ligue Europa et du football européen. On continue, donc on parlait du match de Ligue 1 de ce soir entre le RC Lens et Strasbourg. Et on aura un petit article, sur le RC Lens, hein, après le couac contre l'AS Monaco. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On a toujours su réagir. Après son couac face à Monaco, Lens doit rebondir à Strasbourg pour rester dans la course au titre. Un article d'Hervé Penaud, pardon. Donc, depuis le début de saison, les 4 défaites lensoises ont toujours été suivies de victoires. Le déplacement à Strasbourg ce vendredi, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, tombe à point pour suivre si les 100 et or sauront réagir et rester dans la course. Donc voilà, euh, déjà comment dire, une, un fact que, pour dire que peut-être possiblement Lens pourra gagner ce match ce soir. euh, la victoire de Lens, à chaque défaite, il y a une victoire derrière. Donc, un point pour Lens, en tout cas, euh, pour le prono de ce soir. Un soleil estival réchauffe les cœurs en cette matinée de vacances scolaires. Des centaines de bombins parmi les 4000 supporters présents mercredi n'ont pas raté l'entraînement ouvert au public, un moment de communion qui se poursuit depuis tant d'années à Lens. Et ce n'est pas un échec contre Monaco samedi dernier à Bollard qui allait changer le comportement de ses fans en herbe, prêts à tout pour un autographe, un selfie ou un simple regard. La première place est éloignée, mais Lens, deuxième à 2 longueurs du PSG, a profité des défaites de Marseille et de Lyon pour garder sa position préférentielle en vue de la Ligue des Champions. Ce déplacement à Strasbourg ce vendredi soir tombe à pic pour mettre la pression sur le leader et conserver ses distances avec des poursuivants obsédés par l'Europe des grands. L'OL est à 7 points et l'OM à 12. En interne, on aimerait rester le plus longtemps possible à la lutte avec le PSG. À 11 journées de la fin en interne, on aimerait rester le plus longtemps possible à la lutte avec le PSG, histoire de pimenter la suite, mais on a d'abord en tête une place en C1 serait un formidable accomplissement au moment où les robinets financiers ont été partiellement coupés. Pierre Sage, l'entraîneur lensois, conserve toujours son cap, parle de l'objectif initial de 55 points, soit un seul succès à glaner, avant de voir plus loin, plus grand. Sa méthode fonctionne à merveille et elle a même permis de rebondir après chaque défaite. Les 4 revers en Ligue 1 ont toujours été suivis de succès, comme l'art de gérer l'après. Mieux, la gifle à Metz a enclenché une série de 8 victoires en championnat. On a toujours su réagir, note Florian Sotoka. Ça vient du fait qu'on a un noyau dur qui a un état d'esprit exceptionnel qui tire dans le même sens. On est vraiment un groupe uni, il n'y a pas vraiment d'état d'âme. Les égos sont mis de côté. Et tant qu'on gardera ça, je pense qu'on pourra voir loin. Personne ne tire la couverture à lui. On retrouve le lance de 2022-2023 où il y avait une osmose dans le groupe qui faisait qu'on se disait aujourd'hui ça va être dur pour l'équipe adverse. Ce discours se propage en interne, se distille à chaque séance, Sotoka étant peut-être le symbole de cette démonstration de force. L'ancien titulaire, toujours capitaine, a perdu sa place, n'évolue que par bribes et surtout en Coupe de France, mais pousse ses potes à l'entraînement en gardien du temple. Pour rebondir, je dirais que la recette miracle, c'est garder notre projet et notre ligne insiste sage. C'est-à-dire qu'on a la volonté de préparer nos matchs d'une certaine manière et de les construire avec l'idée d'être dans l'initiative. On ne s'éloigne jamais de ça et on n'a aucune raison aujourd'hui de remettre en cause tout ce qui nous a amené à faire ce beau parcours. À l'inverse, on sait aussi que c'est friable. Avec un effectif plus charpenté en Alsace,
10 minutes en seconde période contre l'ASM et 3 buts encaissés ont rappelé cette vérité. Cet effondrement l'a irrité, il s'en est ouvert à son groupe, mais Lens arrivera en Alsace avec un effectif plus charpenté, retour de Mamadou Sangaré et de Wesley Saïd, même si l'absence de Samson Baidou, encore une semaine environ, pèse derrière, avec celle de Jonathan Gradit. Mais les joueurs qui ont construit notre performance contre Monaco, qui menait 2 buts à 0 à une demi-heure de la fin, étaient ceux sur qui on voudrait aujourd'hui tirer, souligne Sage. Je ne suis pas de cet avis-là, il faut qu'il y ait de la tolérance, surtout pour ceux qui débutent. Je vous rappelle les premiers matchs d'Ismaëlo Gagnou. Aujourd'hui, on a l'impression d'un ancien qui tentera de confirmer avec ses potes que les 100 et or maîtrisent parfaitement l'art du rebond. Donc on verra, ça va être vraiment un match intéressant à suivre ce soir en Ligue 1, hein. Entre Strasbourg et Lens, on aura le temps d'en reparler hein, sur Farmer Street, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1. Donc on pourra en reparler. Mais ça va être vraiment cool à suivre. On verra si l'équipe de Pierre Sage peut rebondir, hein. Ils sont quand même deuxième de Ligue 1. Et ce qui est dit dans l'article, hein, qui souhaitent maintenir leur concurrence avec le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de saison, c'est aussi un bon signe pour rester dans les clous de ces places européennes, ces places de Ligue des Champions. Et ça permettrait à Lens de voilà, toujours regarder devant et non derrière. Merci pour les likes hein, sur le live, je vois que c'est monté petit à petit, on est presque à 2000, donc n'hésitez pas à continuer à bombarder les likes. En tout cas, merci à tous. Mais quand on parle de Ligue 1, on parle de Lens, on parle de Paris, on parle de Strasbourg, mais il y a toujours notre équipe favorite quand on parle de cette Ligue 1. En tout cas, le, comment dire, l'équipe qui fait toujours l'actualité, hein, pas forcément notre équipe favorite, mais qui fait toujours l'actualité, c'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui est parti à Marbella, donc pas en vacances, hein, mais pour se remettre la tête à l'endroit, l'équipe d'Abibey, pour voir, pour se reconcentrer pour cette fin de saison de Ligue 1. On le rappelle, Abibé est arrivé la semaine dernière à Marseille et n'a pas pu obtenir une victoire contre le Stade Brestois, un défaite 2 buts à 0 pour l'Olympique de Marseille. On verra ce qui se joue ce week-end pour les Marseillais. Donc ce week-end, hein, Marseille joue l'Olympico contre l'Olympique Lyonnais du coup. Et on verra si Marseille peut faire une bonne prestation. Gros travail et grand secret, l'OM à Marbella, une semaine pour se remettre la tête à l'endroit. En quête de rebond avec leur nouvel entraîneur Abibey, les Marseillais ont passé la semaine en Andalousie pour retrouver dynamisme et confiance à l'abri des regards. Donc un article d'Anthony Clément. Dans un monde qui tourne rond, les Marseillais se seraient aussi déplacés en Espagne cette semaine, plus au nord, à Madrid, pour disputer le play-off de Ligue des Champions, dont ils ont été écartés à la dernière minute par Benfica. Ok. En 2026, tout va plutôt de travers à l'OM et c'est pour se remettre à l'endroit que le club a posé ses quartiers à Marbella depuis lundi après-midi. Au cœur de l'hiver qui attire ici les familles tranquilles et les retraités en quête de douceur, les Marseillais à Marbella, ce n'est pas du tout une télé-réalité en février et les caméras ne sont d'ailleurs pas souhaitées. Les appareils photo non plus. S'extraire de la commanderie, des murs qui ont des oreilles et de son environnement qui était jugé nocif par les dirigeants, c'était aussi l'idée des deux Riccieri du printemps dernier à Rome. C'est vrai qu'ils avaient déjà fait ça la saison dernière hein, avec Roberto De Zerbi en toute fin de saison, on se souvient. Il fallait déjà assurer une qualification cruciale en Ligue des Champions en partant de moins loin et l'initiative n'avait pas été entourée d'un grand secret. L'hôtel et le lieu d'entraînement avaient vite fuité et les portes avaient été ouvertes aux médias qui avaient fait le voyage. Cette fois, seule l'équipe a pris la peine de venir en Andalousie alors qu'aucun programme n'a été communiqué, ni même aucun groupe. Donc vraiment de la paparazzade hein, de la part de l'équipe. Alors, à Marbella, les Marseillais résident à l'hôtel 5 étoiles Kimpton Los Monteros, situé à 20 minutes de route du Marbella Football Center, où ils s'entraînent. Voilà pour ceux qui souhaitent aller suivre l'Olympique de Marseille à Marbella. Le lieu d'entraînement est un mystère qui n'est toutefois pas très difficile à percer, puisque le Marbella Football Center est connu de tous les clubs du continent. Il s'étend sur deux sites, l'un plus proche de la mer, l'autre enserré dans les montagnes. Là où l'OM a enchaîné les séances avec ses bâches bleues où figurent le logo et les sponsors du club, on peut repérer le terrain depuis le bord d'une belle route, surplombée par des maisons vides à cette période.
Bodo Glimt, supporters persévérants et services de sécurité impliqués. C'est dans ce cadre que Bodo Glimt vient de préparer son exploit en play-off de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Et c'est également là que les Marseillais avaient transpiré en décembre 2022 pendant la Coupe du Monde sous la direction d'Igor Tudor. Seul rescapé de l'époque, Leonardo Balerdi avait joyeusement croisé Facundo Medina, présent sur place avec Lens, et les deux amis argentins ont retrouvé les lieux dans une ambiance moins légère avec un sentiment d'urgence dont il est impossible de se débarrasser. Ils ont besoin d'être en équipe pour retrouver de la sérénité et attaquer le gros match de dimanche contre l'OL avant le quart de finale de Coupe de France contre Toulouse mercredi. Si Lyon nous prend 3 points, ça fera 8 points d'écart et ce sera quasiment mort pour reprendre la troisième place, soupire Stéphane, supporter de l'OM depuis 1987. Posté mercredi devant le centre d'entraînement avec son fils Valentin, héritier de son amour du club, tandis que sa femme et ses deux filles refusent l'héritage même si elles ont suivi le mouvement. Top. On a vu les joueurs sortir du bus, c'était sympa, ils nous ont fait quelques coucous. On les sent concentrés. On verra s'ils viendront faire des photos en fin de journée. Il y a moins de concurrence qu'à la commanderie, c'est pour ça qu'on tente le coup. Il n'y a personne à part eux au moment où la séance débute et le directeur de la communication aurait clairement préféré qu'ils soient les seuls. Les voici qui débarquent avec 4 membres de la sécurité pour nous empêcher de voir le terrain qui est largement visible depuis la voie publique sous prétexte que les journalistes ne sont pas conviés. Ils resteront plus d'une heure et demie avec nous, prenant le plus de place possible, le signe d'un investissement dont l'équipe ferait bien de s'inspirer, après s'être montré sous un jour très inquiet, tant à Brest. Il s'agissait de la première de Habibeye sur le banc avec une seule journée de boulot derrière lui, et l'entraîneur avait donc beaucoup de temps à rattraper lors du stage. Il ne l'a pas attaqué dans des conditions idéales, puisque ses trois adjoints étaient toujours bloqués par le stade rennais, qui les a évincés le 9 février. Ils attendaient la notification de leur licenciement pour pouvoir démarrer leur mandat marseillais et elle est tombée mercredi soir, ce qui leur a permis d'accompagner enfin Bey sur la pelouse le lendemain matin pour une nouvelle séance qui érigeait l'intensité en priorité. Le mot qui est revenu tout le temps dans la foulée de la défaite à Brest et pendant le stage, c'est intensité, souffle l'agent d'un joueur, alors qu'un proche du groupe explique. Habib leur présente un projet de jeu qui consomme plus d'énergie avec des transitions qui doivent être plus rapides. C'est normal qu'il veuille d'abord que ses joueurs s'améliorent physiquement. Pour y parvenir, il a proposé à son effectif des longues journées mardi et mercredi avec des efforts musculaires le matin et plus de ballons l'après-midi sur la pelouse surmontée par un échafaudage pour mieux filmer les mouvements. La position de la caméra a été vérifiée par Bay lui-même et le drone peut aussi servir à surveiller les journalistes qui s'approchent de trop près. Vraiment, on est dans un monde de parano à l'Olympique de Marseille, hein. Si la crispation vis-à-vis de l'extérieur était vraiment palpable, tous les échos qui émanent de l'intérieur sont positifs, comme le discours du nouvel entraîneur qui n'avait surtout pas voulu enfoncer ses joueurs après le fiasco à Brest. À Marbella, il a multiplié les entretiens informels pour se renseigner sur l'état d'esprit de chacun et diffuser de la confiance en ne cessant de répéter qu'il était très satisfait de la qualité affichée et des comportements. Il n'a pas mis le sujet du capitanat sur la table alors que Balerdi était suspendu à Brest et l'Argentin peut donc espérer le reprendre contre Lyon. Dites-moi, hein, dans les commentaires, un supporter marseillais si vous êtes présent, est-ce que vous voulez toujours voir Leonardo Balardi, capitaine de votre équipe? Lors d'une opposition cette semaine, il est resté associé à Naïef Aguerd en charnière, alors que Medina et Timothy Weah s'occupaient des côtés. On rappelle, hein, le match contre Brest, c'était Naïef Aguerd et Benjamin Pavard, hein, qui étaient des titulaires en défense centrale. Donc voilà, en face, Benjamin Pavard évoluait avec CJ Egan Riley, mais de nombreux changements ont eu lieu dans un 4-2-3-1 car Bay entend logiquement ouvrir des possibilités pour tout le monde. Un système adapté aux joueurs et non l'inverse. Jamais apparu en compétition depuis son arrivée en fin de mercato, le milieu nigérian Toshuku Nadi est ainsi apparu dans les rotations à côté de Pierre-Emile Højbjerg. Derrière eux, la défense n'a pas bougé, la ligne de 4 peut passer à 3 centraux avec le ballon. Medina, Balardi, Aguerd. Dans la lignée des principes de Roberto De Zerbi, Bay veut surtout valoriser le profil de ses joueurs et choisira le système qui épousera le mieux leur qualité. Un vrai problème lors des derniers matchs de l'Italien. Le Sénégalais s'en démarque également avec un ton moins volcanique et l'assurance que le rebond passera par des bonnes ondes.
Elles étaient partagées à la fin de l'entraînement de mercredi quand Stéphane et ses enfants étaient invités à franchir le portail pour prendre des photos, notamment avec Mason Greenwood. Une autre famille était arrivée entre-temps, maillot sur les épaules. Quand on a su que l'OM venait ici, là on allait partir en vacances, on a mis des tenues dans nos bagages et on a essayé de trouver là où ils allaient s'entraîner. L'endroit où il dormait était encore plus camouflé, l'établissement 5 étoiles posé entre la mer et l'autoroute, le vaste hôtel Kimpton Los Monteros propose ce qu'il faut pour bien récupérer entre deux séances avec sa piscine face à la Méditerranée. Il ne fallait que 20 minutes de route pour rejoindre l'entraînement dans un car blanc anonyme, et la même discrétion s'est emparée des réseaux sociaux des joueurs qui s'étaient permis quelques photos dans les rues romaines la saison dernière. Cette fois, pas de traces numériques des dîners agréables avec ou sans le staff, ou de l'activité d'équipe de jeudi après-midi, toujours dans l'intimité avant un retour ce vendredi à Marseille après une dernière séance. À partir de demain, ce sera le retour de la fièvre, il n'y aura plus rien à cacher, tout à montrer. Un stage physique pendant le ramadan. Même si les chantiers ne manquent pas, la priorité de ce stage andalou était pour les Marseillais l'intensité physique, un point faible identifié lors des dernières semaines. L'idée était donc de travailler dur, mais le ramadan est actuellement en lieu et il nécessite de s'adapter au rythme des concernés. De mon point de vue, il faut individualiser, même si c'est un choix personnel, on est obligé de le prendre en considération, estime Alexandre Delal, préparateur physique d'Haïti, qui a écrit plusieurs articles scientifiques sur la gestion du ramadan. Il faut faire attention à certaines sollicitations car le sommeil est perturbé, l'alimentation et l'hydratation ne sont pas forcément bonnes. Il faut passer par des recommandations, il y a une perte de performance à haute intensité, on doit faire attention à ne pas surcharger le joueur, proposer des siestes avec de la musculation le matin et un entraînement plus tard dans la journée pour rompre le jeûne dans la foulée. Cela ressemble justement à quelques journées des Marseillais à Marbella. Donc voilà, hein, il y a aussi ce paramètre qui rentre en compte en ce moment dans le football professionnel, hein, le ramadan. Il me semble qu'il y a aussi le carême aussi en même temps pour les chrétiens. Euh, donc voilà, des adaptations à prendre en compte pour les staffs de chaque club, évidemment, pour pas trop solliciter les organismes des joueurs qui font ces périodes de jeûne. Voilà. Euh, il nous reste combien de temps? Bon, il est 11h12. Je le rappelle, on s'arrête un peu plus tôt aujourd'hui, vers 11h30, hein, parce que j'ai quelques trucs à faire juste après. Donc, on s'arrêtera un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, hein, sur le chat à bombarder les likes, à vous manifester, hein, comme ça, on peut parler de tous les sujets dont vous le souhaitez, juste avant de se laisser pour cette journée de vendredi. Pardon. Euh, Antoine Griezmann a un pas de son rêve américain, tout est quasi bouclé entre le français et Orlando City. Donc c'est un peu l'actualité qui a fait notre semaine entre Antoine Griezmann et les Colchoneros, l'Atlético Madrid et cette équipe d'Orlando City. Donc on a peut-être une nouvelle info concernant son départ de l'Atlético. Donc Antoine Griezmann est tout proche d'un accord contractuel avec le club d'Orlando City. Il ne reste que quelques détails à régler, même si l'attaquant français de l'Atlético Madrid n'a pas encore complètement arrêté sa décision. Un article d'Antoine Simoneau. Donc, l'histoire d'amour entre Antoine Griezmann et l'Atlético Madrid semble de plus en plus proche de son épilogue, ou tout du moins d'une très sérieuse croisée des chemins. Au sein du club madrilène, même si on aimerait que le Français reste au moins jusqu'à la fin de saison, on paraît s'être résigné à l'idée de son départ à Orlando en MLS. Tout est quasiment bouclé, nous ont confié plusieurs interlocuteurs, quand d'autres sources nous indiquent qu'il y a désormais 95% de chances que cela se fasse. Les dirigeants des Colchoneros n'ont d'ailleurs pas vraiment leur mot à dire depuis la prolongation de contrat jusqu'en 2027 en juin dernier et même bien avant celle-ci, le joueur de 34 ans dispose d'un accord tacite avec ses dirigeants qui l'autorisent à quitter l'Atlético librement et quand bon lui semblera. C'est donc lui et lui seul qui a la main sur son avenir. Un pacte pour service rendu et surtout pour avoir fait gagner et économiser à son club de coquettes sommes ces dernières années, pardon, 110 millions d'euros empochés lors de son aller-retour au Barça et une double baisse drastique du salaire qu'il touchait en Catalogne. 16 millions d'euros net il touchait au Barça. La vache. Lors de son prêt initial à l'Atlético, 12 millions. Donc il était revenu pour toucher 12 millions à l'été 2021. Puis son transfert définitif en octobre 2022, il est à 9,5 millions. Ce qui reste totalement correct, hein, évidemment.
En cas de non-respect de cet accord oral, Griezmann s'est aussi protégé contractuellement avec une clause libératoire d'un montant dérisoire. Selon son entourage, qui ne serait pas un frein aux ambitions d'Orlando, les deux parties sont en tout cas quasiment d'accord sur tout et il ne reste que quelques détails contractuels à régler pour que les négociations commencées la semaine dernière et qui se sont sérieusement accélérées cette semaine prennent fin. Le timing de ce possible départ ne le ravit pas. De son côté, Griezmann meurt d'envie de rejoindre la MLS. Il est convaincu que ce serait la meilleure des issues actuelles pour lui et craint aussi que l'opportunité ne se représente pas ou, ou pas aux mêmes conditions cet été. Il a d'ailleurs récemment fait part à son entraîneur et mentor Diego Simeone de son envie de partir. Et même si le Cholo préférerait que le champion du monde de 2018 reste jusqu'à la fin de saison pour avoir plus de chances de décrocher un titre, il n'a pas non plus montré une farouche volonté pour le retenir à tout prix au cours de leur entrevue. Le meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros, 210 buts, veut pourtant se laisser encore un peu de temps de réflexion car le timing de son éventuel départ de l'Atlético ne le ravit pas. Notamment l'idée d'abandonner son club et ses coéquipiers en cours de saison et alors que s'offre à lui la possibilité de remporter la Coupe du Roi et de manière beaucoup plus aléatoire la Ligue des Champions. Preuve qu'un départ semble toutefois se rapprocher, Griezmann et les dirigeants madrilènes cherchent déjà à soigner la possible sortie d'une des plus grandes légendes du club. Depuis plusieurs jours, ils planchent sur le meilleur scénario et le moment idéal s'il venait à faire ses adieux. Comme révélé jeudi par la Cadena Ser, le clan du Français a ainsi soumis l'idée de la rencontre de Ligue 1 entre l'Atlético et la Real Sociedad le samedi 7 mars, un clap de fin rêvé pour Grisou devant son public et face à son club formateur. Si cela se confirmait, il ne lui resterait alors plus que 3 matchs à disputer sous le maillot des Colchoneros. Mais rien n'est encore fait, assure un proche. Comme un clin d'œil du destin, en ce moment, les publicités des abribus madrilènes affichent pourtant des vols directs pour Orlando. Donc voilà, est-ce que voilà, on a un peu plus de détails sur le départ possible d'Antoine Griezmann vers Orlando et ça serait le samedi 7 mars contre la Real Sociedad, hein, on le rappelle, avant d'arriver à la Real Sociedad, Antoine Griezmann, avant d'arriver à l'Atlético, il est passé par la Real Sociedad de Philippe Montagnier où il avait fait d'excellentes performances. euh, en Liga pour après exploser du côté de l'Atlético. Il avait fait son passage du côté du FC Barcelone qui n'avait pas été forcément très très concluant, ça s'était un peu mal passé, hein. Il n'arrivait pas à se retrouver pour enfin revenir à l'Atlético Madrid. Antoine Griezmann. Il nous reste une douzaine de minutes. Bon, on avait cet article sur Melvin Mallard, mais il a l'air quand même un peu long. Donc Melvin Mallard, l'attaquante de Manchester United et de l'équipe de France féminine, et sur sa vie à Manchester, hein, comment ça se passe. Elle qui est une des meilleures joueuses de cette équipe de Manchester United. Euh, et voilà, je voulais en discuter, mais l'article a l'air un peu long quand même, hein. Je pense pas qu'on aura le temps, peut-être que je le lirai de mon côté. Et après, on a. Waouh, d'accord. Alors c'était ça. À partir de maintenant, je suis un enfoiré, d'accord. Donc Ousmane Dembélé qui va participer au spectacle du Resto du Cœur avec les Enfoirés. Attaquant des Bleus et du PSG pour la première fois participer au concert des Restos du Cœur diffusé vendredi. Bon, on va pas aller plus longtemps sur cette info que Ousmane Dembélé et les Restos du Cœur. C'est bien qu'il y soit, hein, ça met en lumière évidemment ce concert des Restos du Cœur, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus pour le moment. On va essayer de trouver d'autres articles hein, pour ces 10 dernières minutes. Après, n'hésitez pas, hein, ceux qui sont sur le chat, à envoyer des sujets, hein, peu importe lequel, un petit commentaire, quelque chose, et peut-être qu'on pourra en parler, hein, comme ça, on aura un peu d'activité sur le chat aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'on a pour nos infos football. Suivez le tirage de la Ligue Conférence. Ah, d'accord. Ce vendredi à 14h. Ok, donc ça sera pas pour aujourd'hui. On en parlera évidemment hein, lors de notre prochain live de tout ce qui est tirage Ligue des Champions, Ligue Europa et peut-être Ligue Conférence si c'est intéressant. Ousmane Dembélé, alors ça c'était pour le match de cette semaine. Ok.
Je cherche un petit article. Éviter la relégation de Tottenham, le plus grand défi d'Igor Tudor. On peut aller sur cet article, hein, c'est intéressant. Igor Tudor qui est arrivé récemment du côté des Spurs après son passage à la Juventus de Turin. Et on disait que les Spurs étaient, enfin Tottenham, hein, était en grande difficulté dans cette première ligue. On va aller regarder le classement du championnat anglais avant d'aller sur cet article. Donc Tottenham est bien la 16e de Première Ligue avec 29 points. Il reste sur 3 défaites d'affilée, hein, dont la première d'Igor Tudor contre Arsenal dans le derby. Donc Tottenham 29 points, West Ham 18e, donc euh, premier relégable de cette première ligue. Et, euh, et donc, ils sont à 25 points West Ham. Donc, seulement 4 points d'écart entre ces deux équipes. On va voir ce que nous dit cet article sur Igor Tudor. Donc, nommé entraîneur de Tottenham jusqu'à la fin de saison, estime qu'éviter la relégation de ce monument du football anglais est le plus grand défi de sa carrière. Le Croate, qui est passé notamment par les bancs de Marseille, la Juventus, la Lazio, a été nommé le 14 février à la place du Danois Thomas Frank, limogé au bout de 8 mois et après une 11e défaite en 26 journées de championnat. Pour le premier match de Tudor sur le banc dimanche dernier lors du derby du nord de Londres face à Arsenal, Tottenham s'est lourdement incliné à domicile face au leader 4 buts à 1. Après ce 9e match sans victoire, les Spurs occupent la 16e place de la Première Ligue avec seulement 4 points d'avance sur les 3 derniers dimanches. Ils se rendront sur le terrain du 10e Fulham pour un nouveau derby londonien. Interrogé ce jeudi sur la question de savoir s'il s'agissait de son plus grand défi, Igor Tudor a répondu probablement. C'est un défi encore plus grand, une motivation encore plus grande pour y arriver, nous y arriverons. Membre historique du Big Six, en première ligue, Tottenham n'a plus évolué en deuxième division depuis la saison 1977-1978. Mince. Parallèlement, les Spurs poursuivent leur beau parcours en Ligue des Champions où ils se sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Ils affronteront l'Atlético Madrid ou Galatasaray selon le tirage au sort qui aura lieu vendredi. Donc voilà, bon, l'article n'était pas très long forcément, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais grand défi hein, pour Igor Tudor pour éviter de descendre en Championship pour les Spurs. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme info? Comme info, on n'a pas énormément de choses. Hein. Neymar, peut-être que devient ce bon vieux Ney Ney à Santos. Hein. On rappelle qu'il a prolongé jusqu'à l'hiver 2026, enfin fin de l'année 2026. Neymar, lui qui veut se donner des chances de jouer la Coupe du Monde avec le Brésil de Carlo Ancelotti, et donc qui a décidé de rester à Santos, euh, et le championnat brésilien qui a repris récemment. Donc Neymar marque et s'accroche avec Thiago Mendes. Neymar a réalisé un doublé ce jeudi pour son retour. On rappelle aussi, il a sauvé, enfin il est un des acteurs, des membres, des joueurs qui ont sauvé Santos la saison dernière de la relégation. Alors qu'il avait une énorme douleur au genou, hein, il devait se faire opérer, au final il a préféré jouer et il s'est fait opérer en fin de saison. Bon, après les blessures et Neymar, c'est une grande histoire d'amour. Neymar a réalisé un doublé ce jeudi pour son retour de blessure en championnat du Brésil avec le Santos FC face au Vasco de Gama. Lors d'une rencontre où il s'est à nouveau accroché avec Thiago Mendes, opéré du genou fin décembre, le joueur avait manqué les 3 premières rencontres du Brasileirão qui commence en janvier. Il a donné l'avantage en son club formateur dès la 25e minute avec un accrochage avec l'ancien lyonnais. Ah oui, Thiago Mendes, d'accord. Qui l'avait blessé au Parc des Princes en décembre 2020 avec un tacle violent qui l'avait contraint à plusieurs semaines d'arrêt. Retenir un message pour les sur une détection intelligente, cliquez sur... Ok. Euh, Ok. Désolé, un petit souci sur Twitch, mais tout va bien. Euh,
Alors qu'il célébrait son but jeudi, Thiago Mendes est approché de lui, esquissant un coup de tête qui a conduit Neymar à se jeter au sol sous les yeux de l'arbitre. Tous deux ont écopé d'un carton jaune. Il crée toujours la polémique, il veut jouer les machos, c'est toujours comme ça, avec tout le respect que je lui dois, c'est un imbécile, il m'a blessé une fois au PSG, il m'a promis de le refaire aujourd'hui, a déclaré Neymar à la mi-temps avant de doubler la mise à la 61e minute. L'ancien joueur du PSG est Dalilal, c'est vrai qu'il est passé en Arabie Saoudite, Neymar, hein, où il a fait 3 matchs, je crois, en 2 ans, qui vient fêter ses 34 ans, a admis pour la première fois qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière en fin d'année après la Coupe du Monde qu'il espère encore disputer, malgré ses blessures à répétition. Il est lié avec Santos jusqu'à la fin 2026. Donc c'est ce qu'on vous disait. Voilà pour Neymar. Et cette possible fin de carrière hein, qui arriverait petit à petit à 34 ans pour le Ney. Un, 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 un. Donc voilà, pas plus d'infos. Journée un peu calme au niveau du football aujourd'hui. Il est quelle heure? 11h27. 11h27, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Ça a été plutôt calme aujourd'hui. Mais bon, ça arrive de temps en temps. Il n'y a pas forcément d'actualité très très chaude dans le football. Donc merci à tous d'avoir été présents sur ces lives, que ça soit sur Twitch, hein. Merci pour le raid en tout cas à Thomas Sorar. C'est la première fois que ça m'arrivait. C'était cool hein, en tout cas. Ça a permis de faire découvrir Hat-Trick FR à certaines personnes. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents sur le live. Merci à Lisa Marie pour cette dernière petite rose juste avant la fin de ce live. Évidemment, merci beaucoup. On se retrouve. Alors demain, ça va être compliqué de faire le live et même ce week-end, donc on se retrouvera sûrement lundi en début de semaine pour débriefer toute l'actualité football. Euh, on reviendra sur tous les matchs du week-end dans les 5 grands championnats et même les autres championnats. On reviendra sur la Ligue 1, toute l'actualité, évidemment, les amis. Je vous souhaite en tout cas de passer une bonne fin de journée. Donc là, pour le coup, il n'est pas midi, donc pas forcément. Quand même un bon appétit. Pour ceux qui sont au travail, bon courage à tous. Ah, mais il y avait encore des gens sur Twitch, dommage. En tout cas, bah, merci en tout cas à Anthony. Euh, passe une bonne journée toi aussi. N'hésitez pas à aller checker tout ce qui est chaîne YouTube, réseaux sociaux, Attrick FR, le petit logo vert, vous pouvez le retrouver. Que ça soit TikTok, Instagram, X, Snapchat, Facebook, Thread et évidemment la chaîne YouTube et les plateformes de podcast Attrick FR pour voir tout ce que l'on fait sur ce média. En tout cas, merci à tous, passez une bonne fin de journée, passez un bon week-end football et un bon week-end en général dans votre vie et on se retrouve évidemment lundi. Ciao à tous les amis, ciao ciao.